C'est avec vous, Jean-Christophe Gallien, que l'on va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, communicant. Cette décision du Conseil constitutionnel, est-ce que finalement c'est le moins pire scénario qu'il pouvait arriver à Emmanuel Macron? Pour lui, on peut imaginer qu'il attendait même une porte de sortie. C'est pas certain, mais certains dans l'environnement souhaitaient quelque chose qui soit une validation intermédiaire, qu'on ait des capacités de créer tout de suite un pont à nouveau entre les opposants à la réforme, les syndicats, certains partis politiques, la majorité des Français, et puis le gouvernement. Là, pour le coup, c'est quand même une confirmation. Madame Borne, elle dit qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est un peu différent de ce qu'elle avait dit le jour où le 49.3 a été voté, où elle a dit « nous avons gagné » et le président de la République ayant confirmé derrière, on est dans la continuation de cette affaire. Alors, est-ce qu'on gagne parce qu'on gagne juridiquement, constitutionnellement, après avoir gagné au plan parlementaire, mais est-ce qu'on peut perdre aussi politiquement? C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir aussi. Donc, dans votre question sur la relance du quinquennat, c'est plutôt quelque chose qui peut presque paraître ironique dans le sens où, ou cynique, selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, dans le sens où finalement, je ne crois pas que ça ouvre grand-chose pour lui. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont gagné juridiquement, mais politiquement, ce n'est pas tout à fait le cas et on peut l'imaginer concrètement. Et puis d'autre côté, on a surtout des gens qui ont 3 mois de lutte, 3 mois de grève, décentralisée, on l'a dit beaucoup, c'est dans l'ensemble du pays, public, privé. D'habitude, c'est plutôt le public qui manifeste. Là, il y avait le privé aussi, un soutien qui a été confirmé tout au long de ces 3 mois de la part des Français, sondage après sondage, ce n'est qu'un moment, mais quand ça évolue pas, c'est que c'est bien la vérité. Et eux, ils ont perdu. Et si vous êtes à la base des gens qui sont derrière les syndicats, je ne parle pas de ceux qui dirigent les syndicats, à la CGT, à la CFDT, à la SUD, ainsi de suite, vous faites la tête ce soir. Vous faites la tête parce que c'est plus simplement le 49.3, c'est plus simplement, on n'a pas eu l'occasion de débattre au Parlement sur le projet, mais c'est la confirmation finalement par le Conseil constitutionnel de la réalité, de l'application prochaine de ce projet de loi, qui n'est plus un projet de loi, qui est une loi et qui est confirmée qu'on se voit. Donc vous avez perdu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est face à quelque chose qui est très compliqué, parce que tout ça, évidemment, vit dans un contexte qui n'est pas simplement le projet de loi ou des réformes, mais des retraites, pardon, c'est l'inflation, c'est tout ce qui se passe autour en ce moment. On va revenir sur effectivement ce que les syndicats ont pour plan pour les mois à venir. Mais d'abord, un mot de cette petite phrase lâchée par Emmanuel Macron aujourd'hui. « Ne rien lâcher, c'est ma devise ». C'est ce qu'il a déclaré alors qu'il visitait Notre-Dame. Ça veut dire que la réforme, elle va être bel et bien promulguée. Il a 15 jours pour le faire. Apparemment, on apprend qu'il va le faire dans les 48 prochaines heures. Il ira jusqu'au bout, quoi qu'il en soit? On a l'impression qu'il y a une volonté de grande verticalité. C'est pas du tout ce qu'il avait annoncé il y a quelques mois, simplement après avoir gagné l'élection présidentielle pour la 2e fois. Il avait dit « j'ai retenu la leçon ». On va travailler ensemble. Finalement, ce que j'avais annoncé en 2017, que je n'ai pas vraiment fait, la réalité, c'est que je vais gouverner différemment. Puis là, au contraire, on a quelqu'un qui gouverne dans une grande verticalité, alors même que sa majorité présidentielle est réelle, puisqu'il a gagné l'élection présidentielle. Par contre, l'accompagnement législatif ou ce qui vit à côté n'est pas déterminé. On l'a dit, il y a une majorité relative, ça veut dire pas de majorité, mais ça ne veut pas dire non plus que les oppositions qui ont du mal à s'unir constituent elles-mêmes une majorité qui vient à l'inverse. Donc le système est un peu bloqué. Donc il a décidé de passer en force. Et l'affirmation de cette force, c'est quelque chose qui passe de haut en bas. C'est un vrai risque. S'il le fait, il a envie de tourner la page, on sent bien qu'il a envie de passer à autre chose. C'est terminé, voilà, on nettoie, comme on dit, et puis maintenant on va passer à autre chose, je vais parler aux Français, c'est ce qu'on attend, pour dire quoi, dans quelles conditions, est-ce qu'on parle des retraites, est-ce qu'on n'en parle pas, c'est fini, et donc on va parler d'inflation, de travail, je ne sais quoi derrière, mais c'est un moment où on sent bien qu'il a envie de reprendre la main, mais quelle main? Il l'a un peu perdue, il continue à gouverner, encore une fois, dans la verticalité, dans l'autorité, ce qui n'avait pas été la promesse. Ça marche, puisque le projet de loi est confirmé, qui devient une loi, et bientôt promulgué certainement, dans la vitesse. Et ça n'est pas, pour le coup, une garantie de continuum très tranquille pour lui à la tête de l'État. Du côté de l'opposition politique, on a plusieurs cartouches encore. La première ce soir, c'est de demander à Emmanuel Macron de ne pas promulguer cette loi. On va écouter justement à ce sujet Mathilde Panot, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours et nous continuerons de penser et de redire que cette loi est injuste et inutile. Plus que jamais, nous continuons le combat et nous appelons solennellement le président de la République à ne pas promulguer cette loi, parce que s'il promulgue cette loi, comme le dit l'intersyndicale elle-même, alors le président de la République ne pourra plus gouverner ce pays. Nous souhaitons que, dans sa sagesse, si le président
peut faire preuve, une fois dans ce quinquennat, de sagesse, qu'il se rappelle de ce que fut la décision du président Chirac sur le CPE et qu'il s'abstienne de promulguer le texte validé. Il peut aussi, comme ça lui a été suggéré par l'intersyndicale, utiliser l'article 10 de la Constitution, puisqu'il y a une censure partielle, revenir devant le Parlement et demander à ce que le Parlement vote sur le texte. Voilà, ils prennent leur rêve pour des réalités. A priori, Emmanuel Macron restera sourd à leurs demandes. Et oui, ils sont dans leur rôle, mais ils ont perdu. C'est une réalité là, très concrète et c'est la difficulté de l'assumer aujourd'hui. Alors c'est une défaite, ça ne veut pas dire que la vie politique s'arrête pour eux, que le travail parlementaire s'arrête, que la lutte qu'ils incarnent ou qu'ils veulent incarner va se stopper, mais je dirais qu'il y a un décalage qui va se créer avec les bases. Celles et ceux qui ont finalement activé cette lutte contre la réforme des retraites. C'est pas eux qui l'ont fait au Parlement, mais d'autres l'ont fait dans la rue, dans leur quotidien. C'est quelque chose de compliqué. Et 3 mois pour rien, avec face à eux une verticalité, une espèce de fermeté, une force qui maintenant est incarnée par le président de la République et pas simplement par Elisabeth Borne, pas par le gouvernement, pas Olivier Dussopt. C'est l'autorité suprême de l'État qui, dans sa légitimité personnelle, présidentielle, vient dire maintenant, bon ça suffit, on siffle la fin du match. On a été au Conseil constitutionnel, ce qu'ils appellent le parcours démocratique de la loi de réforme des retraites, eh bien, s'achève au Conseil constitutionnel. Elle s'achèvera vraiment quand elle sera promulguée. Donc, il veut aller très vite. Là, on a le sentiment qu'ils tentent le dernier coup. Mais le dernier coup, c'est même plus ça, c'est fini. Ils en appellent à l'aide quelque part. Ça veut dire qu'ils sentent déjà qu'ils vont avoir du mal peut-être à mobiliser. On n'en sait rien, parce que je pense que la maîtrise des bases aujourd'hui est compliquée. Les syndicats, en tout cas, appellent à un nouveau mouvement le 1er mai, intersyndical qui reste uni pour l'instant, qui reste mobilisé. La question, c'est jusqu'à quand? Et puis qui dit, nous n'irons pas à la rencontre du gouvernement. La stratégie du Emmanuel gouvernement... Macron les a invités mardi, ils ont décliné l'invitation. Ils n'iront pas. Le piège qui était tendu, si on peut dire que c'est un piège, c'est de revenir maintenant sur la notion du travail. Qu'est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Comment on le rémunère? Jusqu'à quand on travaille? C'est un peu c'est un autre projet de réforme, non pas des retraites, mais quelque chose qui environne très largement. Donc on sent bien que là, il y a un blocage. Et qu'il y a un blocage parce que je pense que les bases sont en colère. Si vous voulez, ce qui s'est passé au départ, il y a un mécontentement contre le projet. Et puis, le 49.3 a créé une colère sur la manière de gouverner. Mais là, on revient dans quelque chose qui est encore plus large. Ce n'est pas simplement une crise institutionnelle, ça devient potentiellement une crise politique. De confiance, de défiance aussi potentiellement. C'est un jeu difficile, c'est un jeu dangereux. D'un moment où tout est tendu, chacun d'entre nous a des difficultés économiques, l'argent qu'on a dans la poche s'en va petit à petit. On a une difficulté même maintenant pour aller s'endetter, puisque le deuxième effet du ciseau, la deuxième lame du ciseau, c'est que les taux montent et que le robinet du crédit, en tout cas pour les gens normaux, devient plus difficile. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un contexte extrêmement difficile économiquement, qui crée des difficultés pour la jeunesse qui est dehors. Elle n'est pas simplement dehors sur la réforme des retraites, elle s'en fiche un peu. Elle est dehors pour le 49.3, pour la manière de gouverner, et puis elle sait bien que son avenir est complexe. Et donc, on ne lui annonce pas d'ailleurs dans le projet potentiel de travail sur le travail, on ne lui dit pas c'est de vous dont on va parler, c'est du travail, bon, on ne sait pas trop quoi. Donc, on a un problème aujourd'hui de suivi, on voit bien qu'eux-mêmes sont un peu perdus, que l'opposition là, grise mine, hein, une tonalité qui est quand même relativement faible. Si Mme Panot veut exprimer une vraie réalité de leur combat, on sait bien que c'est compliqué. C'est un peu moins le cas, je vous l'accorde, au niveau des syndicats. Et donc tout le monde est dans le flou. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau du gouvernement, ni auprès d'Emmanuel Macron, on a une certitude. Il va falloir beaucoup d'impact à sa prochaine prise de parole, ce qui n'a pas été le cas pour convaincre des gens qui aujourd'hui sont très loin de lui. C'est justement ce sur quoi je voulais vous interroger, cette fameuse prise de parole. On ne sait pas encore quelle forme elle va prendre. Il a prévu en tout cas de s'adresser aux Français la semaine prochaine. Pour parler de quoi exactement? Pour annoncer quoi? Un changement de Premier ministre, par exemple? Alors, on murmure que non. Alors, ça pourrait être le cas, hein, parce qu'on sait très bien qu'il est coutumier de certains effets de surprise. On a surtout la certitude qu'il va projeter, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à un prochain calendrier législatif, donc un projet de travail avec le Parlement, dont on dit en coulisses au Parlement qu'il y a une volonté de ralentir l'activité du Parlement. Donc ça annonce rien de très dynamique, si vous voulez, dans un pays qui a besoin quand même d'avoir une conversation aussi sur différents sujets. Donc on parle évidemment de l'inflation. On peut imaginer qu'il va parler de la dureté du processus inflationniste, de la cherté de la vie, du pouvoir d'achat. Mais on sent qu'il veut parler du travail. Mais tourner la page de la réforme des retraites. Oui, je pense que ça... Voilà, il va redire que le travail a suivi son cours, que pour lui, la démocratie est respectée, que la Constitution est respectée, que les sages du Conseil constitutionnel ont pris leur décision, ont validé le travail qui a été mené, et il valide l'essentiel pratiquement.
ce qui était la version accusatoire, c'était le processus législatif n'avait pas été mené jusqu'au bout, n'avait pas été constitutionnel. Le support législatif qui le liait à un projet de loi de réforme de la sécurité sociale, eh bien, est valable. Et donc finalement, tout ce qui était contesté, au-delà même du fond du texte, la forme, l'environnement, le travail parlementaire a été validé par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, il faut le reconnaître aussi, contre l'avis d'un certain nombre d'observateurs académiques, professionnels, on va dire, du droit constitutionnel, qui avaient dit non, c'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour du politique aujourd'hui, qui peut se transformer en quelque chose de crise politique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils sont fatigués, que les parlementaires sont fatigués. Comment ils vont faire demain ? Dans un contexte où, pour la majorité, c'est pas simple. Ils ont perdu 4 députés cette semaine. La nomination d'un président de l'ADEME, c'est une première fois, a été refusée depuis 2008, où le Parlement valide ou pas les propositions du président de la République, a été refusée. C'est pas simple pour le président de la République non plus aujourd'hui. Notre question qui fâche s'intitule « Le quinquennat relancé ». Je vous pose la question différemment. Est-ce qu'il y a une vie pour Emmanuel Macron après la réforme des retraites ? Évidemment, il y a même une vie, je pense, après son prochain mandat. Certains murmurent des ambitions par rapport à d'autres fonctions. Parfois, certains imaginaient même de manière fictionnelle qu'ils voudraient repartir vers... Démissionner, évidemment, pour revenir. Donc on est dans une forme de flou que lui-même entretient finalement. Il a 4 ans, un peu plus même d'ailleurs. On ne peut pas imaginer qu'il va se bunkériser, on ne peut pas imaginer qu'il va se cacher à l'Élysée, on ne peut pas imaginer qu'il va faire que voyager. Et puis en plus, France 24, c'est une chaîne qui traite de l'international, une des rares dans ce pays, et merci. Et on voit bien qu'il est en difficulté aussi à l'international. Ce que vous racontez, vous, quand il s'en va en Chine, quand il va en Afrique, quand il va au Moyen-Orient, ça se passe forcément très bien. Et donc, il va devoir trouver une nouvelle logique. C'est pas facile, c'est pas simple, parce que dissoudre demain, ça veut pas dire trouver une nouvelle majorité. Donc c'est très compliqué pour lui aujourd'hui. Il a besoin d'embarquer les Français. Ce qui manque aujourd'hui très concrètement, c'est quelque chose qui dise aux Français, là, je suis là pour vous. Je ne suis pas simplement un maître d'école qui décide. Repartir à la conquête des Français. Exactement. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien d'être venu pour répondre à cette question qui fâche. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.